Bonjour Alexandre, comment Bonjour, ça ça va? va? Ça va, merci, et toi? Très très bien, merci. Merci de ton Merci à toi, invitation. avec grand plaisir Alexandre. Tu passes une bonne journée, j'espère. Jusque-là, parfait. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Alexandre Marot-des-Grottes. Je suis avocat depuis 2 ans au barreau de Lyon et j'exerce, enfin j'ai une activité un peu hybride. J'exerce en IP-IT, donc tout ce qui va concerner les propriétés intellectuelles et les nouvelles technologies. J'exerce pour moitié dans un cabinet d'avocats lyonnais et pour moitié, je consacre une partie de mon activité à travailler pour un éditeur de logiciel juridique qui s'appelle Legal Pilot, qui est une solution qui permet d'automatiser la rédaction de documents. D'accord, intéressant. Donc, j'imagine que c'est très chargé avec, donc avec l'actualité sur toutes les nouvelles technologies. Tu es penché sur ces sujets. Ouais, ouais, ah bah, oui, oui, sur les deux pôles d'activité, que ce soit côté avocat avec des dossiers assez techniques mais classiques dans le domaine qui vont couvrir tout ce qui va concerner la protection des données à caractère personnel, les plateformes de vente en ligne, les jeux vidéo aussi, et puis D'accord. après des éléments plus classiques de la propriété intellectuelle qui vont concerner le droit d'auteur, les marques et dans une certaine mesure aussi les bases de données. D'accord, très bien. Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors j'ai eu un parcours assez classique au départ, en tout cas. J'ai fait des études de droit à Lyon 3. Euh, et toutes mes études à Lyon 3, sauf mon M1 que j'ai fait à Londres, ce qui m'a permis d'avoir une ouverture assez intéressante sur le droit anglo-saxon et puis améliorer ma pratique de l'anglais. Et puis surtout, ça m'a Oui. permis de découvrir le droit de la propriété intellectuelle. Parce que à l'époque, donc l'Angleterre était toujours dans l'Union européenne et il y avait des systèmes communs. Donc ça Mhm. m'a permis de découvrir cette matière-là et puis pouvoir me projeter aussi dans un master 2 en France. Et, euh, et ça a vraiment été un déclic parce que finalement, jusqu'à ma quatrième année, je n'aimais pas forcément mes études. Parce que le droit classique, je trouvais pas ça forcément. Enfin, en tout cas, voilà, ça me plaisait pas tant que ça. Et j'ai vraiment eu un déclic en découvrant la propriété intellectuelle. Donc, c'est tout ce qui concerne, voilà, pour une part, les droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, euh, donc plastique, la musique, l'audiovisuel, etc. Et puis tout ce qui concerne la propriété industrielle d'autre part, donc les marques, les brevets, le design. Et c'est une matière qui est assez riche et qui me plaît beaucoup parce que pour peu que tu sois un petit peu curieux, tu découvres de nouvelles choses tous les jours parce que comme Oui. c'est une matière qui est vraiment au cœur de la valorisation des entreprises ou de l'activité d'artiste, il faut vraiment que tu rentres en profondeur dans le métier de ton client pour pouvoir efficacement le conseiller. Et donc, de ce fait, tu apprends des nouvelles choses à chaque fois que tu as affaire à un nouveau client. Donc, c'est passionnant. Euh, et voilà, ça me stimule beaucoup intellectuellement. Et donc, à mon retour d'Angleterre, j'ai fait un master 2 en propriété intellectuelle à Lyon 3. Et puis après, au fil de mes stages et puis de mon exercice en tant qu'avocat, je me suis bien orienté au-delà de l'API sur les nouvelles technologies. Donc tout ce qui va concerner voilà, le RGPD, les jeux vidéo, les bases de données, tout ce qui est vente en ligne. Et ça, j'ai appris par la pratique, en étant formé bien sûr par les associés du cabinet, et puis avec au fur et à mesure du fait de traiter des dossiers clients. Et puis sur certains points aussi, j'ai été formé grâce à des MOOC. On parlait de nouvelles technologies, c'est vrai que dans le Oui. domaine de l'enseignement, c'est aussi un créneau qui est assez intéressant à exploiter parce que finalement, on peut se former à moindre coût, voire gratuitement. Et efficacement, parce qu'il y a des très belles universités ou des très beaux centres de formation qui proposent des formations très pertinentes et pointues sur des tas de sujets différents. Et donc, j'en ai beaucoup profité dans le domaine du droit, mais aussi dans le domaine technique. Parce que comme je travaille chez cet éditeur de logiciels, j'ai une fonction un peu transverse entre le juridique et l'opérationnel, parce que je m'occupe de la compliance
juridique de la société, mais je m'occupe aussi de ventes complexes, donc répondre à des appels d'offres assez techniques, et puis aussi de faire des spécifications, de suivre la roadmap avec les développeurs. Et donc, ça nécessite aussi de comprendre finalement comment travaillent les développeurs, à pouvoir parler le même langage qu'eux. Et donc, via les MOOC, je me suis aussi formé à certains langages. Alors, de base, hein, c'est du HTML, CSS, c'est du MySQL et du Java, mais au moins, ça me permet de comprendre les contraintes techniques des devs pour pouvoir parler le même langage qu'eux et puis avoir aussi cette aisance lorsque je dois vendre le logiciel en passant par des DSI. Et puis, c'est assez enrichissant d'avoir cette double casquette parce que moi, pour mon exercice perso à titre d'avocat, ça me permet de rentrer vraiment en profondeur dans les difficultés ou les problèmes que rencontrent les clients pour faire, par exemple, des cahiers des charges assez précis, en tout cas de les accompagner sur la création de cahiers des charges pour avoir des développements informatiques qui soient juridiquement conformes dès leur conception. Ce qui permet de gagner du temps au niveau du développement et donc de l'argent parce qu'il n'y a pas d'éléments à modifier, à redévelopper parce qu'on se rend compte un petit peu tard qu'ils n'étaient pas conformes juridiquement. Donc voilà, formation classique au départ et un petit peu digitalisée par la suite. D'accord. Et alors justement, pourquoi est-ce que tu as choisi d'accompagner donc sur les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui t'a... Tout à l'heure, tu disais que c'était stimulant. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Je trouve que c'est hyper stimulant parce que c'est un domaine du droit qui existe quand même depuis, je ne sais pas de quand on pourrait le dater, mais la première loi informatique et liberté qui traite justement des données personnelles existe depuis 1978. Donc, on peut imaginer que dès lors, ça ressortait aussi un peu côté nouvelles technologies, la manière dont finalement les différentes sociétés, entreprises vont traiter des données. Alors après, ça a explosé avec Internet, mais enfin, à l'échelle finalement de l'histoire du droit, c'est un domaine qui est très récent et qui est en complète, qui est très mouvant parce que finalement, la technologie évolue très vite. Il y a des nouveaux canaux de communication qui se développent régulièrement, des nouvelles manières d'échanger, que ce soit par la communication ou même par, je pense aux crypto-monnaies qui sont, ou la blockchain qui sont des nouvelles technologies qui mènent à des réflexions juridiques intéressantes en ce moment. Et donc, c'est ça finalement qui me plaît, c'est d'une part, comme je te l'indiquais, cette diversité de cas que tu vas traiter parce que tous les clients sont différents, parce qu'ils évoluent dans des univers complètement différents, parce qu'ils manient des technologies, des arts, des supports qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc tu apprends beaucoup. Et puis, tu peux jamais te reposer sur tes lauriers parce que justement, c'est un domaine en complète, en totale effervescence, et donc il faut se tenir à jour. Et je trouve que voilà, intellectuellement, c'est passionnant. Oui, donc j'imagine qu'il y a une veille permanente à faire par rapport à tout ça. Oui, exactement. Ouais, ça fait partie aussi. C'est même pas le revers de la médaille parce que finalement, moi, je suis assez curieux et intéressé par mon domaine, donc c'est vrai que c'est un plaisir aussi, de se tenir informé de toutes ces nouveautés et puis des conséquences juridiques, ou en tout cas des questions juridiques qui peuvent se poser lorsque surgit un nouveau canal de communication, une nouvelle technologie qui remet en question certaines idées qu'on avait du droit. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire quel est le premier défi que tu as relevé quand tu as commencé ton activité? Et je pense que c'est justement de passer, de monter en compétence rapidement sur des sujets qui m'étaient étrangers, parce que la formation qu'on a à l'université est bonne sur certains aspects, mais elle est principalement théorique. Et tu te rends compte que lorsque tu veux pas faire de recherche, il y a tout de suite un fossé entre ce que tu as appris à la fac et ce qu'on te demande de faire de manière opérationnelle en tant qu'avocat dans un cabinet. Et je pense que le premier défi, je me rappelle très bien d'ailleurs, c'est le premier cas que j'ai traité, c'était de rédiger un contrat SaaS pour un gros éditeur de logiciels, plateforme en ligne.
Et j'avais jamais entendu parler ni du modèle SaaS, ni de ce type de contrat particulier et des enjeux qu'il y avait derrière. Alors, bien sûr, j'ai été formé, j'ai été bien formé, et c'est, comment dire, c'est un processus qui est en cours de manière perpétuelle quand on est avocat. Il faut continuer de se former. Mais en tout cas, l'amorce de formation a été super bien faite. Et je les en remercie par les associés du cabinet dans lequel je travaille. Et ça m'a permis de monter en compétences assez rapidement, mais c'était vraiment un grand défi parce que on se situe plus du tout dans la même manière de réfléchir que celle qu'on pouvait adopter à la fac. D'accord, très bien. Oui, donc j'imagine que là, tu parlais du rapport en fait entre la théorie quand on est à l'université et on va dire le passage à l'action. Est-ce que tu trouves que c'est pas problématique qu'on soit un peu trop dans la théorie justement quand on est à l'université, hein. J'ai été aussi à l'université Lyon 3. C'est drôle d'ailleurs parce que j'ai été là-bas aussi. Et c'est vrai que. Alors moi j'ai fait un master en management. Ok. Et un master de civilisation aussi et langue étrangère. Et c'est vrai que on se rend compte souvent quand on arrive dans le monde du travail que on était un petit peu trop dans la théorie. Alors c'est vrai qu'il y a des stages, mais est-ce que tu sais comment est-ce que justement on pourrait sortir de ça, toi qui a fait ce constat-là, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce trop théorique à l'université? Ouais, alors enfin, je partage complètement ton constat et c'est vrai que je trouve qu'une des bonnes manières de pouvoir, pallier ce déficit de pratique, parce que jusqu'en Master 2, en tout cas dans le cursus que j'ai choisi, les stages n'étaient pas obligatoires, ils étaient facultatifs. Donc c'est vrai que si t'as pas forcément le temps parce que l'été tu dois travailler, faire des petits boulots pour mettre de l'argent de côté, ou parce que t'as pas forcément de contact, ou parce que ça peut être compliqué, tu peux arriver en Master 2 sans ne jamais avoir fait de stage. Et ce que je trouve hyper problématique parce que finalement tu es principalement formé à faire de la recherche, à faire de la dissertation, à répondre à des cas pratiques, mais ça reste quand même assez. Tu manies vraiment des outils théoriques, donc c'est pas très opérationnel, à mon sens. Il me semble, je vois avec ce qu'ont pu faire mes frères et sœurs, que l'alternance, c'est une super manière de se professionnaliser efficacement. Je vois même chez l'éditeur logiciel, avec lequel je travaille aussi, on a des développeurs qui ont commencé en étant alternants et qui, à l'issue de leur formation, sont rentrés comme salariés dans la structure. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des profils qui sont tout de suite opérationnels et pertinents sur les technos qu'on maîtrise, l'édition du logiciel. Et je vois pas pourquoi ça pourrait pas fonctionner avec le droit. Parce que finalement, sauf à vouloir être docteur et faire de la recherche, le parcours universitaire est pas vraiment, à mon sens, adapté à ce qu'on nous demande de faire en tant qu'avocat dans un cabinet et même en tant que juriste, en fait, plus globalement, dans un cabinet, dans une entreprise. D'accord, c'est intéressant. C'est vrai que ça revient souvent, ce point d'alternance, ça permet vraiment de plonger dans le métier et de se faire un avis concret sur les éventuelles tâches qu'on va être mené à exécuter dans le futur. Alors, justement, je voulais te demander ensuite, quelles sont les ressources qui t'ont aidé tout au long de ton parcours et jusqu'à aujourd'hui? Bien, en fait, je pense qu'il y en a, il y en a de deux sortes, je pense, des ressources humaines. Ouais. La première, c'est ma prof de M1 en droit de la propriété intellectuelle à Londres, que j'ai la veille de ma prestation de serment, je lui ai écrit un mail d'ailleurs pour la remercier parce que je pense que si je l'avais pas eu comme prof, je serais sans doute pas devenu avocat parce que je pense que j'aurais pas exercé dans un autre domaine que la propriété intellectuelle. Donc vraiment, c'est des rencontres aussi quoi. Et pareil avec les associés du cabinet dans lequel je travaille qui qui ont été des jalons marquants pour moi aussi dans mon parcours. Et puis après, des ressources, justement,
pas mal les MOOC, justement, ces Ouais. formations digitales que j'ai pu suivre pour enrichir mon parcours et puis monter en compétences sur différents sujets euh, que soit que je n'avais jamais abordé à la fac, soit que je ne voulais pas découvrir sur le tas dans un dossier, et qui m'ont vraiment permis, voilà, d'enrichir mes connaissances sur différents sujets juridiques et techniques. Euh, et ça m'a vraiment, voilà, aidé à avoir un exercice qui me semble, en tout cas pour moi, intéressant aujourd'hui et dans lequel je m'épanouis. D'accord, bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on sent, alors du coup, que cette prof t'a donné, comment dire, une certaine motivation pour t'orienter vers ce sujet-là. Et je trouve intéressant le fait que les rencontres peuvent vraiment impacter, en fait, de manière positive ou négative, euh, les, alors, notamment quand ce sont des professeurs, hein, puisque Ouais. en général, quand on les apprécie, on sent un espèce d'impact positif euh, sur notre évolution. Mm. Et, et éventuellement, quand c'est négatif, donc un impact sur notre régression. Donc, Ouais, bien c'est sûr. vrai que euh, peut-être qu'on a tendance à oublier ça, mais oui, c'est vrai que les rencontres peuvent quand même jouer un rôle important dans le parcours qu'on a. Et c'est peut-être pas assez mentionné, je trouve. Peut-être qu'on a tendance à oublier peut-être certains profs qui nous ont vraiment Ok. soit encouragés ou marqués. Voilà. Ouais. Alors, ça peut être dans la démarche, ça peut être dans l'approche ou dans la pédagogie. Ah ouais, non, non, mais enfin, c'est sûr. Mais enfin, en tout cas, voilà, moi, cette prof-là a été déterminante aussi dans dans la poursuite de mes études et puis dans le métier que j'exerce aujourd'hui. D'accord, tant mieux alors. Et ensuite, alors, je voulais te demander, pour toi, quels étaient les avantages de l'indépendance? Eh bien, c'est une certaine liberté, alors qui vient pas sans risque, parce qu'on n'a jamais rien sans rien. Mais non, je trouve que, enfin, le grand avantage, c'est vraiment cette liberté que j'ai. En fait, je suis pas certain que tous les auditeurs de ce podcast savent vraiment comment finalement fonctionne le métier d'avocat. En fait, c'est assez particulier. On a une manière d'exercer qui s'appelle la collaboration libérale. C'est-à-dire que je travaille dans un cabinet qui, techniquement, ne m'impose pas un lien de subordination. C'est-à-dire que je traite les D'accord. dossiers qu'on me donne et je ne suis pas salarié, c'est-à-dire que je reçois une rétrocession d'honoraires, autrement dit, je reçois, donc c'est une rémunération fixe qu'on me verse et qui correspond à une fraction de ce que j'ai rapporté au cabinet. D'accord. Et du fait que je ne suis pas salarié et qu'il n'y a pas de lien de subordination, j'ai cette possibilité bien, de traiter mes propres clients. C'est-à-dire que je les traite en tant qu'avocat indépendant et pas comme avocat du cabinet dans lequel j'exerce par ailleurs. Et en fait, cette liberté-là, je trouve qu'elle est absolument super. Je sais que j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui partagent pas cet avis et qui voient la collaboration sous un œil un peu, alors un peu d'exploitation. Le mot est fort, mais Ouais. il y en a qui pensent ça. Moi, je trouve au contraire que c'est une chance parce que ça nous permet de nous lancer en tant que libéraux sans avoir le risque de ne rien gagner à la fin du mois. On est sûr d'avoir un revenu fixe euh, en ayant aussi la possibilité de développer une activité personnelle. Donc ça veut dire qu'on peut se lancer sans véritablement prendre de risques. Ce qui n'est D'accord. pas le cas des avocats qui se lancent directement après l'école en indépendant complet. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leur cabinet et s'ils n'ont pas eu de clients dans le mois, ils ne gagnent rien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même une chance de pouvoir avoir cette sécurité et cette liberté. Euh, et puis aussi, cette indépendance, ça permet, c'est une conséquence finalement de cette liberté, d'avoir des clients très différents et de pouvoir voilà, démarcher de manière encadrée, parce que voilà, c'est particulier le démarchage pour les avocats. En tout Ouais. cas, voilà, démarcher des clients qui interviennent dans des domaines qui nous plaisent, c'est-à-dire que moi, les clients perso que j'ai, ce sont des clients que j'ai démarchés parce que leur philosophie, leurs produits, leur manière de fonctionner me plaît.
Donc, ça veut dire que j'ai cette chance de pouvoir choisir mes clients et de pouvoir travailler avec des gens que j'apprécie. Et ça, c'est un luxe. Je considère ça vraiment comme un luxe parce que je prends plaisir finalement à traiter les dossiers que je suis allé chercher. Donc voilà. Et puis, alors d'un point de vue aussi purement pragmatique, ça permet aussi cette indépendance de diversifier les sources de revenus et vraiment de se dire que finalement, ce qu'on gagne à la fin du mois, ça ne dépend que de nous. Voilà, plus on travaille, plus on peut gagner sa vie et c'est aussi un élément intéressant, même si c'est pas celui qui est le plus déterminant pour moi. D'accord, très bien. C'est intéressant. C'est vrai que le point que tu as noté sur le fait de pouvoir choisir ses clients. Est-ce que tu peux nous dire justement, en tant qu'avocat, alors comment se passe le démarchage concrètement? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu n'as pas le droit? Est-ce qu'il y a des limites? Ouais, alors c'est très encadré. C'était complètement. Alors si ma mémoire est bonne, c'était complètement interdit jusqu'à il y a peu. Et en tout cas, c'était vraiment beaucoup plus limité que ça ne l'est maintenant aujourd'hui. Et ça a été un peu libéralisé en 2016. À partir de 2016, et ce qu'on a le droit de faire, alors ça s'appelle pas du démarchage, ça s'appelle de la sollicitation personnalisée. Autrement dit, on n'a pas le droit de faire des campagnes de mailing comme peuvent le faire certaines sociétés, d'envoyer des centaines de mails à droite à gauche en espérant qu'on en ait un ou deux qui soient efficaces. La sollicitation personnalisée, c'est le fait de contacter une personne, une entreprise en particulier, une entreprise, pardon, en tout cas pour moi, de lui dire voilà ce que je comprends de votre activité, voilà qui je suis, quel est mon exercice et comment je pourrais vous aider. Alors, dans mon cas de figure, c'est à vous mettre en conformité, à dépasser certaines difficultés. Donc, sollicitation personnalisée parce que ça t'oblige finalement à être précis et à déjà apporter un petit peu de valeur dans ton mail de démarchage. Et ce qui peut être vécu comme une contrainte, je trouve qu'en fait, c'est en fait hyper intéressant parce que ça t'oblige à être pertinent et donc à beaucoup plus facilement attirer l'intérêt de la personne à laquelle tu vas envoyer le mail. Parce que c'est vrai que des mails de pub ou marketing, on en reçoit 15 par jour dans sa boîte aux lettres, on les ouvre même pas, on les supprime directement. Et je pense que le fait de les tourner de cette façon, vraiment impactante et précise au regard de la personne à laquelle tu t'adresses, ça suscite l'intérêt et en tout cas, ça engage beaucoup plus facilement une discussion. Oui, et puis surtout, j'imagine que quand tu contactes, ou alors quand tu sollicites, comme le terme le veut, donc un contact, là, en l'occurrence, la personne sait à peu près de quoi tu parles, ou donc elle sait que tu peux l'aider sur tel et tel point, ou alors peut-être que tu vas lui faire découvrir éventuellement que tu peux l'aider sur des points qu'elle ignorait totalement. Bah oui. Enfin, il y a des deux. Mais c'est vrai qu'en général, quand j'écris à des prospects pour leur proposer mes services, comme j'interviens dans des domaines qui sont assez nouveaux ou en tout cas pour lesquels certaines entreprises sont pas forcément très très au fait, merci, des difficultés en tout cas des obligations qu'elles peuvent avoir sur ce sujet. Je pense notamment des données personnelles. En général, ils sont plutôt contents. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de réaction négative. Mais voilà, en général, plutôt des gens des prospects qui répondent en étant plutôt contents d'avoir été sollicités parce que ça leur met la lumière sur des difficultés ou des problématiques qu'ils n'avaient pas envisagées. Donc voilà, c'est assez intéressant et puis ça me permet, je sais pas, moi j'aime bien envisager la relation non pas vraiment comme client et avocat, mais vraiment une relation de collaboration où finalement on va tous les deux contribuer à ce que le projet soit un succès. Parce que moi je maîtrise pas le métier du client, mais je maîtrise le mien et en fait en alliant nos deux compétences, on va pouvoir mettre en conformité tout un pan d'activité et je trouve ça assez intéressant.
D'accord, très bien. Merci pour ce retour. Et ensuite, je voulais te demander quelle est la pire erreur que tu as commise en tant qu'avocat et comment est-ce que tu as rebondi après cette erreur? Et ben, je suis pas encore un vieil avocat, donc la pire erreur, je sais pas, il y a des années de recul pour te la dire. Enfin, ouais, pour en trouver une. J'ai l'impression que jusqu'à présent, je me suis pas planté, ou en tout cas, je l'ai pas su, mais je pense pas m'être planté. Euh, donc, j'ai pas vraiment d'éléments à indiquer sur cette question-là particulière, mais en tout cas, pour rebondir, je pense que, enfin, toujours le mieux, c'est d'être assez transparent et d'apporter, voilà, de chercher à apporter un contournement, une manière, voilà, de régler l'erreur qu'on a pu commettre, euh, plutôt que de la cacher et que ça ressorte et que ça nous pète à la figure des années après. Parce que là, on peut faire courir des risques hyper importants en fait à nos clients, surtout dans le domaine. Enfin, je parlais en te répondant à la question précédente du RGPD. Oui. Les sanctions en cas d'erreur peuvent être hyper élevées parce que enfin, c'est des montants qui peuvent être assez astronomiques. Donc c'est vrai que vaut mieux quand on se rend compte qu'on a fait une petite erreur, la corriger immédiatement, quitte à se faire enfin voilà, à ce que le client la remarque et nous fasse une enfin voilà, un retour pas forcément très agréable, mais au moins voilà qu'on fasse ce travail-là de correction de l'erreur pour éviter au client de lui faire courir des risques très importants. D'accord. Et alors, étant donné que tu n'as pas commis de grosses Pour erreurs, l'instant. est-ce que, oui, alors, on te souhaite, on te souhaite que tu n'en commettes pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler, alors, dans le cas inverse, un client, alors bien évidemment en respectant les règles donc d'échange avec Oui, bien sûr. tes clients, mais est-ce que tu peux nous parler d'un cas où un client aurait fait une erreur et il t'a contacté et tu as pu donc l'orienter de la bonne manière pour lui éviter justement ce genre d'amende ou ce genre de retour de boomerang? Euh, ouais, j'ai l'exemple en tête d'un client qui avait développé un site, voilà, enfin un logiciel plutôt, enfin voilà, dans un domaine particulier de son activité et qui n'avait pas du tout anticipé, là, encore une fois, les problématiques liées à la protection des données à caractère personnel. Donc, il y a en fait deux principes qui doivent guider les processus de création de logiciels ou en tout cas d'outils qui permettent de traiter des données personnelles. Et ces deux notions, c'est la conformité par défaut et la conformité by design, par dessin, quoi. Oui. Euh, et en gros, il faut que dès la conception de ton outil, eh bien, tu envisages ces problématiques RGPD pour développer un logiciel qui soit conforme by design et by default aux obligations qui vont découler du RGPD. Donc, ça peut être des choses aussi bêtes que de permettre l'effacement de données lorsque les traitements sont terminés, la durée de traitement est terminée, ou lorsque les finalités n'existent plus. Et voilà, donc soit de prévoir des espèces de robots qui, dans ta base de données, vont le faire de manière périodique quand une donnée n'a plus besoin d'être traitée. Ça peut être de permettre facilement à des personnes concernés par des traitements d'exercer leurs droits de manière facile pour que ça puisse après être traité facilement en interne par l'éditeur de l'outil ou du logiciel. Et en l'occurrence, voilà, ce client n'avait pas du tout prévu ces problématiques-là. Et donc, on a posé à plat la situation. Et voilà, il s'est avéré que là, pour le coup, comme ça n'avait pas été prévu, il y avait du développement informatique supplémentaire à prévoir. Ce qu'on a voilà, et puis là, je les ai accompagnés pour leur indiquer les éléments qu'il fallait mettre en conformité pour que ça se fasse de manière plus facile. Mais enfin voilà, c'est vrai que s'ils n'avaient pas fait ça, en cas de contrôle de la CNIL, ils se seraient trouvés finalement assez mal. Oui, oui, j'imagine. Merci pour ce retour. C'est vrai que ça prouve
du coup, tout l'intérêt, en fait, de bien être accompagné sur ces questions-là. C'est vrai que je me permets juste un point parce que oui, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on constate, c'est que on a, enfin malgré tout, c'est normal. Les gens ont pas mal tendance à voir les avocats un peu comme des médecins, donc des gens que tu vas voir quand ça va pas. Et alors, surtout dans ces domaines-là qui sont assez nouveaux et comment dire, qui sont englobés dans les nouvelles technologies, ça peut être toujours bien de passer, au départ, de juste passer un coup de fil ou d'avoir une réunion avec un avocat pour essayer peut-être de, comment dire, de voir les différents points de blocage qu'il pourrait y avoir au cours de la création de ton projet pour voilà, lever les différents lièvres et voir si ton développement, tu peux le commencer dès à présent et sans te soucier du droit, ou si il y a quand même des éléments à prendre en compte. Parce que ça, à la limite, ça coûtera le prix d'une réunion et d'une consultation pour te dire ce qu'il faut mettre en place et comment le faire. Tandis que si tu le fais, une fois que tu te rends compte que ça va pas, tu vas payer sans doute un peu plus cher en avocat parce qu'il faudra suivre après des développements supplémentaires que tu vas devoir payer et qui sont également relativement chers. Donc, c'est une hygiène en protocole à mettre en place, mais ça peut toujours être intéressant si on cherche encore une fois à minimiser les coûts, à consulter un professionnel pour essayer voilà, de désamorcer les problèmes qui pourraient se poser au cours des développements. D'accord, donc il vaut mieux prévenir que guérir au final. Oui, parce que la guérison peut avoir un coût assez élevé. Et puis, il n'y a pas la sécu pour les développements supplémentaires. Peut-être dans le futur, avec on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une sécu spécifique pour ce genre de questions, étant donné que ça risque de coûter très très cher. Mais c'est vrai que oui, je pense que c'est un petit peu dans tous les domaines. On a peut-être tendance aussi à se dire, je maîtrise une certaine compétence. Je suis capable, voilà, comme tu le disais précédemment, donc de développer un site. Mais est-ce que j'ai tout ce qu'il y a derrière comme compétences en termes juridiques? Non. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux s'informer, se renseigner, comme tu l'as dit, plutôt que de devoir passer à la caisse pour des raisons un petit peu stupides au final, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment pris le projet en fait dans son ensemble. Et c'est ça, et puis en fait, de la même manière qu'on va voir un banquier, qu'on va voir des investisseurs, qu'on va trouver différentes personnes voilà, qui permettent de coordonner et de mettre en place le projet, voilà, faire intervenir un avocat ou en tout cas une personne qui s'y connaît, ou même un chef de projet qui est éclairé sur les questions. Là, on parle de RGPD, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Finalement, c'est important pour prévenir des problèmes qu'on aurait pu facilement éviter en amont. Ouais. Et ensuite, alors, je voulais te demander quelles sont les compétences que tu as acquises depuis que tu as commencé. Alors, tout à l'heure, tu parlais de MOOC, de formation. Est-ce que tu as senti la différence depuis le parcours théorique donc, à l'université avec donc le vif du sujet dans la vie de tous les jours Oui, non, mais c'est sûr. Alors, déjà, des compétences dures, j'ai acquis des compétences juridiques dont on a parlé, techniques aussi avec comment dire ces quelques langages auxquels je me suis initié grâce à des mots qui après un petit peu de pratique, et des compétences aussi que j'ai acquises donc par la pratique dans le cadre soit de mon travail en tant qu'avocat, soit en tant que responsable conformité et appel d'offres chez l'éditeur logiciel, parce que tout simplement répondre à un appel d'offres, c'est pas de l'inné, ça s'apprend. Je savais pas du tout comment faire. J'ai aussi monté avec un collègue un programme de formation que je dispense à des confrères avocats dans le cadre de la formation continue que les avocats doivent suivre tous les ans. On a une obligation de formation de 20 heures par année pour voilà, se tenir à jour des évolutions juridiques, technologiques, etc. Et là, en l'occurrence, la formation que j'ai montée porte sur comment on fait pour digitaliser un cabinet d'avocats.
Donc, il y a des notions technologiques, des notions juridiques, bien sûr, et des notions aussi de supervision de projet, donc comment on devient chef de projet. Et ça, c'est des compétences pour le coup, que j'ai acquises sur le tas en gérant des projets pour le compte de clients de l'éditeur logiciel. Et puis voilà, que j'ai aussi, sur lesquels j'ai posé aussi de la théorie, parce qu'on ne peut pas se contenter de pratiques pures, pour monter voilà, ce support, cette formation-là. Et puis ouais, en fait, des compétences aussi forcément humaines aussi dans la supervision, le management aussi quand on doit gérer des projets. Et c'est vrai que en fait, d'avoir cette double activité avocat et dans la société, dans l'entreprise, en fait, c'est hyper intéressant parce que j'ai un regard à la fois juridique, mais aussi très opérationnel. Et c'est vrai que quand je discute avec des clients principalement perso, c'est assez peu courant des retours que j'ai d'allier ces différents domaines-là. Et ça permet, ce que je trouve hyper intéressant, de vraiment rentrer en profondeur dans le métier du client et de vraiment le comprendre. Et c'est vrai que les échanges que j'ai avec mes clients me font sentir que c'était finalement que c'est une double casquette hyper pertinente parce que voilà, ça nous permet d'échanger sans avoir besoin de traducteurs quand on parle de développement ou de sujets un peu techniques. Et voilà, et je pense que ça contribue à ma réussite très, très modestement, mais que voilà, en tout cas, ça me permet d'être très à l'aise, ou à tout le moins d'être à l'aise lorsque je discute avec des clients de domaines qui ne sont pas juridiques pour le coup, mais très techniques. D'accord. Donc là, il y a toujours le côté humain qui ressort hein, et qui permet donc d'avoir des impacts au quotidien dans l'activité. Ah oui, non mais puis c'est marrant parce que c'est la manière en tout cas dont je conçois mon activité, mais c'est d'être vraiment un rouage supplémentaire dans l'entreprise du client pour pouvoir avoir une machine qui fonctionne bien. Alors sur la partie métier, évidemment, ça ne me concerne pas parce que c'est pas mon domaine, mais en tout cas sur la partie juridique et mise en conformité, parce que voilà, ça participe aussi au succès et à la à la robustesse de la structure du client. Donc c'est assez intéressant, voilà, je trouve, d'envisager cette relation de manière vraiment collaborative et non pas comme quelque chose de vraiment je suis le sachant et vous êtes les clients, donc voilà, il faut faire comme ça. Et c'est, je pense, ce côté opérationnel que j'ai eu avec l'entreprise dans laquelle je travaille en partie, où finalement tu te rends compte que le juridique c'est bien et c'est nécessaire, mais que parfois, pour certaines raisons, on ne peut pas l'appliquer tel quel, il faut trouver des aménagements. Alors, ça ne veut pas dire transgresser la loi, mais ça veut dire peut-être envisager des manières de déployer une mise en conformité juridique d'une manière un peu différente et plus adaptée à la structure, à la taille, aux ressources dont dispose le client. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Ouais. C'est vrai que ça reste quand même intéressant, enfin, je veux dire, ton point de vue par rapport au fait que tu n'es pas seulement un regard extérieur qui donne des conseils et qui s'en va. Tu es vraiment, en fait, tu fais vraiment partie intégrante du projet au final, parce que les conseils que tu prodigues donc vont permettre justement aux entreprises d'éviter des dégâts collatéraux. Oui, c'est l'idée. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est la manière dont je fonctionne avec mes clients et ça se passe bien. Donc, pourvu que ça dure. Tant mieux. Tant mieux. Alors ensuite, je voulais te demander si tu pouvais nous parler un petit peu de tes projets. Eh bien, ouais. Alors, même pour moi, c'est encore un peu flou parce que je me projette pas forcément, en tout cas actuellement, dans un exercice purement indépendant parce que je sais que j'ai encore des tas de choses à apprendre du côté technique et aussi du côté dans le cabinet d'avocat dans lequel je travaille parce que j'ai la chance de travailler avec deux associés qui sont
qui sont très humains et qui interviennent sur des sujets un petit peu différents. Et donc, j'apprends beaucoup de choses à leur contact. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ce côté hybride me convient. Je ne sais pas pour combien d'années, mais en tout cas, pour l'instant, ça me convient bien. Et puis, ça me permet aussi, voilà, en parallèle, alors c'est sur mes soirées et une partie de mes week-ends, mais en tout cas, voilà, de continuer de démarcher des clients perso pour avoir encore une plus grande diversité de cas et ingérer plus de connaissances. Donc, pour l'instant, moi, je me vois continuer comme ça. Et qui sait, après, voilà, dans quelques années, ce que le destin me réserve, je ne sais pas du tout. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire alors à quoi ressemble une journée d'Alexandre? Alors, il n'y a pas vraiment de journée typique Oui, tant parce mieux. que non, mais Ça change. et tant mieux, c'est parce que c'est hyper varié. Donc, je suis à 50-50 sur le cabinet d'avocats et sur la start-up, et que, en fait, quelque part, la chance que j'ai, c'est que le cabinet d'avocats dans lequel je travaille a cofondé la start-up. Donc, ça me permet de travailler en bonne intelligence avec les deux structures et de pas avoir un 50-50 rigide où le lundi matin, je bosse pour l'une et le lundi après-midi pour l'autre. Donc, en fait, j'organise mon temps en priorisant en fonction de la bande passante que j'ai. Et c'est relativement varié. Par exemple, ce matin, j'ai travaillé à répondre à un appel d'offres pour une très grosse, pour un très gros compte. Donc, pareil, là, faire appel à des connaissances plus techniques, plus métier logiciel. Et puis cet après-midi, je vais devoir travailler sur une consultation en droit des marques. Donc, pas grand-chose à voir. Et c'est vrai que voilà, les sont très différents et varient beaucoup d'une journée à l'autre. La semaine dernière, j'ai travaillé dans le cadre de la production d'un jeu vidéo. Je ne sais pas forcément ce que je ferai demain parce que il peut y avoir un nouveau dossier très prioritaire qui va arriver. Mais voilà, en tout cas, c'est assez varié. Et puis voilà, le domaine IP-IT, c'est considéré un peu encore comme une niche au niveau du droit, mais c'est une niche qui est relativement vaste et qui permet voilà, de traiter des sujets aussi différents que de la photographie ou des œuvres d'art un jour, pour après faire du jeu vidéo, de la base de données ou de logiciels le lendemain, passer par les données personnelles, voire du design ou des marques. Donc c'est pour ça aussi que c'est stimulant intellectuellement. Oui, j'imagine. En tout cas, ça a l'air passionnant parce que du coup, tous les jours, tu te retrouves à travailler dans un domaine plutôt différent. Donc, c'est plaisant à entendre. Alors, justement, je voulais te demander quelles étaient les leçons les plus importantes que tu avais apprises dans ton secteur d'activité. Eh ben, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est indispensable d'être curieux. Parce que, enfin, je parle pas de la profession d'avocat en général, parce que finalement, moi, j'ai pas du tout le même métier qu'un avocat généraliste, qu'un avocat fiscaliste, qu'un avocat qui fait du divorce ou du pénal. Mais en tout cas, dans mon exercice du droit, c'est indispensable d'être curieux. Parce que il faut se tenir à jour déjà d'une des évolutions législatives et réglementaires, et puis de toutes finalement les nouveautés au niveau technologique qui arrivent et qui vont avoir des impacts sur le droit. Et puis au-delà de cette curiosité, il y a ça vient avec, hein, c'est le fait qu'il faut travailler beaucoup. Pour déjà se tenir à jour de tout cela, et puis parce que c'est un métier dans lequel on compte pas nos heures, donc quand il y a du travail, il faut le faire, et souvent il y en a beaucoup, et il faut quand même le faire, donc voilà, on s'arrête pas à 18 heures parce que la journée est terminée, et parfois voilà, ça arrive de travailler tard le soir, mais voilà, quand on voit finalement, en tout cas moi, quand je vois ce que ça m'apporte en termes de nourriture intellectuelle, et puis aussi de satisfaction, parce que le travail que je fais me plaît, c'est pas si désagréable que ça. Parce que ça m'empêche pas non plus d'avoir un équilibre correct avec ma vie perso.
D'accord. Alors justement, par rapport à ça, parce que tout à l'heure, tu parlais de week-end, de soirées, et là, tu parles de travailler tard le soir. Comment est-ce que tu t'organises justement pour pas que ça déborde sur le côté personnel et pour que ça reste plutôt sain, on va dire, en termes d'activité et puis de vie quotidienne? Euh, En fait, je ne saurais pas vraiment, c'est assez instinctif, mais je sais que, enfin voilà, comment dire, il y a un moment où il faut que j'arrête parce que je sais que les journées font que 24 heures et je peux pas passer ma journée qu'à bosser parce que j'ai une femme et un enfant à côté, donc voilà, je peux pas non plus les mettre de côté. Et puis parce que, enfin, j'en ai pas envie tout simplement. Donc je sais voilà, qu'il y a un moment, je peux pas faire plus et que je serai pas efficace parce que, enfin, quand on en a vraiment plein la tête, ça devient difficile de travailler correctement. Et puis après, c'est juste, je sais pas, moi, je vois ça un peu comme du bon sens, mais de se dire aussi que on peut pas faire que travailler. Et puis, il faut aussi profiter d'une partie de ses soirées, de ses week-ends, parce que autrement, on n'a plus une vie si riche et intéressante que ça. Donc, c'est plus ce feeling, Oui, mais jusqu'à présent, ça s'accorde plutôt bien. d'accord, tant mieux. Et je voulais te demander si tu avais déjà eu un mentor. Euh, un mentor au sens propre, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a personne de particulier que j'admire au point de lui dédier ma vie ou ma carrière. Mais en tout cas, ouais, il y a eu des rencontres très importantes qui ont jalonné mon parcours. Bah, c'est des personnes finalement que j'ai citées, quoi. C'est Oui. cette prof que j'ai eue en M1, c'est les deux associés du cabinet dans lequel je travaille, et puis c'est aussi les, euh, comment dire, le président et puis le directeur général de la société, enfin de la start-up, qui m'ont aussi donné cette possibilité d'avoir cette activité hybride et qui fait que bah, je m'épanouis vraiment dans mon boulot aujourd'hui. Donc, Ouais. ouais, des personnes que je remercie, mais un mentor à proprement parler, non. Non? Et alors, est-ce que tu as mentoré des étudiants, Ah, je pense pas. Enfin, j'ai fait pas mal de soutien, D'accord. scolaire ou soutien sur certaines matières dans le cadre d'études de droit de personnes un peu plus jeunes. Donc ouais, ça m'est arrivé. C'est vrai que, enfin, j'aime beaucoup la partie transmission, formation. Euh, D'accord. c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de développer ce programme de formation Ouais. dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Parce que, enfin voilà, je sais pas, c'est des domaines qui me touchent et que je trouve importants. Donc c'est vrai que quand je peux le faire, bah, je prends le temps de le faire parce que voilà, ça me semble important. D'accord, très bien. Euh, c'est vrai que il y a peut-être ce point-là. Tout à l'heure, on parlait des universités, justement. Peut-être que le mentorat pourrait amener un peu comment dire, un peu plus de concret, à savoir échanger avec une personne qui est déjà dans la vie active et qui exerce le métier qu'on souhaite éventuellement faire plus tard. Ça peut être quelque chose, en tout cas, d'intéressant en termes de transmission et puis d'échange pour avoir une représentation du métier et ne pas débarquer en fait du jour au lendemain en étant surpris que justement voilà il y a ces changements, ces pratiques dans le métier qu'on souhaite exercer. Bah, complètement. Enfin, ça adresse une partie du problème, je pense, qui est bah, celle de finalement de donner un visage concret à une profession et en l'occurrence celle d'avocat, puisque c'est celle dont on parle aujourd'hui. Mais ça remplacerait pas, je pense, bah, l'alternance dont on a parlé, L'alternance, oui. parce que, enfin voilà, ce, ce, ce côté mentorat permet de lever le voile sur le quotidien, sur la pratique, sur concrètement ce qu'on fait. Mais ça permet pas non plus à l'étudiant de se plonger vraiment dans l'activité. Et ça, pour le coup, je pense que comment dire, ce préalable-là, c'est important parce que justement, ça permet, voilà, c'est un préalable, mais que là, ça pourra pas remplacer l'alternance qui me semble vraiment importante. Je sais pas si et comment ça peut être mis en place dans le cadre de la fac, mais
en tout cas, ça me semble pertinent pour avoir des juristes ou des avocats qui sont plus facilement et plus rapidement opérationnels à la fin de leurs études. Oui, peut-être combiner les deux, alors, un mentor pendant l'alternance, ça peut être éventuellement quelque chose à étudier. Ouais, bon, alors je ne sais pas comment ça se passe en général, mais je sais que dans l'école de dev d'un des développeurs qu'on a là et qui est encore alternant, lui doit avoir un tuteur au sein de la société. Donc c'est un responsable pédagogique finalement qui est chargé de lui transmettre ses connaissances et de l'aider à progresser. Donc non, c'est sûr que je trouve que c'est un système qui est vraiment efficace et intéressant. D'accord. Et alors, tout à l'heure, on parlait de l'organisation des journées. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu optimises ta productivité tout au long de la journée? Ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière avec des confrères. En fait, je pense que c'est hyper important d'arriver à se sanctuariser des plages horaires pendant lesquelles on est complètement indisponible. Et donc, ça implique aussi de savoir dire non, parce que voilà, ça permet de ne pas papillonner ou d'être dérangé sur des micro-points et de pouvoir se focaliser et de travailler efficacement sans être dérangé. Et je pense que c'est hyper intéressant, enfin, et que c'est plutôt primordial, parce que on exerce une profession qui est intellectuelle et qui nécessite pas mal de se creuser la tête. Et si on n'a pas la possibilité de prendre le temps pour le faire, on ne peut pas délivrer de valeur. Donc, paradoxalement, l'optimisation, ça passe par une certaine rigidité, à mon sens, qui est celle-là, finalement, de se bloquer des plages pendant lesquelles on est complètement indisponible. Ce qui n'empêche pas, après, quand on est en dehors de ces plages, de pouvoir échanger et être sollicité sur d'autres sujets. D'accord. C'est intéressant parce que c'est vrai que avoir ce type de créneau-là aussi. Alors je sais pas si tu es adepte des micro-siestes, mais c'est vrai que savoir dire non aussi, je pense que ça demande quelques compétences, mine de rien. C'est pas forcément évident, ça s'apprend en tout cas. Enfin, moi, je l'ai appris. Et puis, ça, c'est sur un point de vue vraiment organisationnel, mais après, sur l'optimisation de la productivité, si on parle d'outils, là, c'est différent et il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser. Que ce soit, alors après, ça dépend, mais par exemple, pour la production juridique, disons, standard, lorsqu'on va rédiger un contrat qui présente un fort caractère standard, qui se déploie en général un peu de la même manière, on peut utiliser des logiciels d'automatisation, comme celui qui est développé par la société Legal Pilot, dans laquelle je travaille en partie, parce que ça permet ça rend pas intelligent, mais ça dynamise des matrices statiques que tu peux utiliser sur Word. Et en fait, par un jeu de questionnaire, tu vas appeler certaines options ou remplir du texte à trous, ce qui fait que au lieu de passer une demi-journée à prendre un contrat, ou une journée ou même plus parfois, tu réponds à quelques questions et ça te sort un premier draft qui est exploitable. Alors ça, évidemment, c'est pertinent pour certaines typologies de documents, parce que typiquement les consultations ou certains contrats qui sont très particuliers, on ne pourra jamais les automatiser, mais en tout cas ça permet de gagner du temps sur la production de documents standards. Et on en fait. On ne fait pas que du sur-mesure parce que il n'y a pas tout le temps du sur-mesure à faire, parce qu'il y a souvent des mêmes cas qui reviennent et quand ça se présente, on ne va pas réécrire intégralement parce que ce serait complètement idiot de fonctionner comme ça. Et on a cette possibilité d'utiliser ce genre d'outils. Alors, beaucoup d'avocats utilisent déjà des matrices, des templates où tu as sur un Word, tes différentes options et tes textes à trous. Là, c'est juste un pas supplémentaire qui te permet d'accélérer la rédaction
en dynamisant ton template. Après, il y a d'autres outils. On utilise dans le cabinet dans lequel je travaille, on utilise des planeurs. Donc, c'est un peu, comment dire, une logique de Canva. Je sais pas si ça te parle, mais enfin, c'est une logique qui est assez finalement issue du monde du développement. C'est simplement d'avoir plusieurs colonnes avec des tâches, par exemple, à faire, en cours, à valider par X ou Y, envoyer au client, retour du client terminé. Et en fait, tu as différentes cartes avec qui correspondent à des tâches que doivent accomplir une ou plusieurs personnes. Et finalement, voilà, ça te permet de poser à plat tout ce qui doit être fait dans le cabinet et de savoir où tu en es de tes différents dossiers. Donc, c'est assez intéressant aussi comme comme outil de productivité. Et puis voilà. Enfin, c'est ceux qui me viennent à l'esprit, en tout cas, à chaud. D'accord. Oui, parce que justement, ce que j'allais te demander, c'est les outils que tu utilises au quotidien qui te facilitent la vie. Et par rapport à ce que tu disais justement sur les Canvas, c'est vrai qu'il y a un modèle. Donc, au lieu de passer par exemple par un business plan, quand on veut commencer une idée, donc on passe par ce qui s'appelle le business model Canva. Ça permet en fait de poser les idées, les avantages, les inconvénients des choses qu'on veut faire pour arriver éventuellement à faire vivre une idée si elle est vraiment concrète, etc. Et je trouve que c'est vraiment pertinent par rapport aux chiffres, parce qu'un business plan, on peut lui faire dire concrètement ce qu'on veut, tandis qu'un business model Canva, on va vraiment être obligé d'essayer d'extraire les avantages et inconvénients et pousser la réflexion au plus loin. Et par rapport à la question donc, des outils, alors ça peut être une application, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui te facilite le quotidien Alors, il y en a plusieurs. Juste, je reviens sur un point parce que je me rends compte que j'ai fait une erreur. Ce qu'on utilise, donc, c'est les Kanban avec ses colonnes et ses cartes. Canva, c'est ce côté business plan, tu as raison, et qu'on utilise aussi de manière un peu détournée, mais qu'on utilise aussi lorsque l'on déploie un projet de digitalisation chez nos clients, donc côté startup, pour voir justement avoir des métriques qui sont fiables et objectives et qui permettent finalement de mesurer la situation antérieure au déploiement d'une nouvelle solution, comment après on mesure l'efficacité et quelles décisions on prend une fois que les objectifs ont été atteints ou pas. Donc voilà, juste pour revenir sur ça. Et puis sur les outils que j'utilise au quotidien, c'est alors à part le logiciel Legal Pilot qui permet d'automatiser la rédaction de certains documents, c'est assez classique finalement. J'utilise beaucoup la suite Office en bureau ou bien web avec Office 365 parce que ça permet d'utiliser le planner, ça permet d'utiliser Teams pour faire des visios. C'est vrai que c'est un des avantages. Une des choses positives qu'on peut ressortir du Covid et des confinements, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'on n'a pas forcément besoin d'être forcément en face à face pour pouvoir travailler correctement ensemble. Et donc, la visio, c'est un outil qu'on continue d'utiliser beaucoup parce que c'est un gain de temps finalement pour tout le monde. Mais ça n'empêche pas de recevoir quand même des clients en cabinet. C'est toujours agréable. Parce que c'est vrai que le contact humain peut venir à manquer parfois. Mais en tout cas, voilà, on utilise beaucoup la suite Office, ce logiciel d'automatisation. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? On utilise, alors moi je l'utilise pas, mais c'est plus notre paralégal qui utilise Cessible pour tout ce qui est saisie des temps, facturation, etc. Mais c'est quand même assez classique comme outil dans un cabinet d'avocat. Et puis voilà, rien de très exotique. D'accord, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors ensuite, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un challenge en ce moment dans ton activité et est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors le challenge, je suis en train je suis en plein dedans. En fait, c'était de vraiment monter en compétence sur la partie appel d'offres que je réalise actuellement pour Legal Pilot. Parce que alors avant, je faisais du commercial, mais un petit peu plus classique. Enfin, en tout cas, sur des ventes plus rapides, plus
plus facile. Et là, c'est pas du tout la même manière de travailler. C'est une méthodologie qui est complètement différente et on se situe beaucoup plus sur le long terme avec pas mal d'écrits, d'audits à produire et auxquels il faut répondre. Et donc, voilà, ça c'était un challenge parce que c'était un domaine que je connaissais un peu moins et j'ai dû monter en compétences assez rapidement pour être crédible dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec un autre éditeur de logiciel avec lequel on fait une offre commune. Donc, il fallait que je sois aussi pertinent et que je me mette au niveau de ce partenaire. Et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, donc je suis assez content. Et donc, comment j'y ai fait face? En travaillant pas mal et en me documentant alors là, j'ai pas fait de MOOC, mais j'ai potassé pas mal de documentation métier pour comprendre exactement ce qu'on attendait. Et puis après, voilà, j'ai beaucoup travaillé. D'accord, bravo à toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant quel est le mythe le plus répandu à propos des avocats? Qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est un mythe. Ouais, non, mais alors, enfin, il faut savoir qu'il y a une partie extrêmement significative des avocats qui ne gagnent pas le SMIC parce que ils vivent de l'aide juridictionnelle et ils sont indépendants, donc ils sont quelque part ils sont dépendants finalement des clients qui vont passer leur porte et puis aussi ouais. Comme c'est un domaine alors ça dépend des domaines d'exercice, mais sur des créneaux comme le droit de la famille, le droit pénal, en fonction de la ville, donc, enfin, du barreau dans lequel tu exerces, c'est le découpage administratif des avocats, on parle de barreau, donc c'est tout ce qui est le territoire qui est dans le ressort d'une cour d'appel. En fait, c'est la loi d'offre et la demande, donc il y en a énormément qui n'arrivent pas finalement à joindre les deux bouts. Et il y a ce mythe, oui, de l'avocat qui a un gros ventre et des chemises sur mesure pour le cacher, et qui a plein d'argent, qui se balade avec ses cigares. Mais enfin, c'est un mythe, quoi. Enfin, alors évidemment qu'il y en a qui gagnent très très bien leur vie, mais c'est pas une majorité. Et il y en a beaucoup qui ont eu des vies tout à fait normales et d'autres qui n'arrivent pas à gagner leur vie tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a j'ai pas les chiffres, hein, mais un gros turnover les premières années. Et donc après, voilà, d'avocats qui se réorientent soit en tant que juriste en entreprise, soit dans des métiers complètement différents. D'accord. Et alors justement, par rapport à ce point-là, est-ce que les personnes qui se reconvertissent, est-ce qu'elles ont plutôt des facilités ou c'est plutôt compliqué pour elles de se réorienter? Tout dépend du domaine. C'est vrai que c'est marrant ta question parce que ça encore, j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie qui est omise. Donc ça veut dire qu'elle s'est désinscrite du barreau et qui, elle, exerçait en pénal et n'a fait que du pénal et a un cursus très pénal. Et le problème qu'elle rencontre, c'est que finalement, juriste, pénaliste, c'est pas forcément très recherché. Et le problème aussi, quand elle s'est inscrite à Pôle emploi, c'est que elle a postulé à beaucoup de postes différents pour faire, en attendant de trouver quelque chose de mieux, un boulot un peu alimentaire, même d'être secrétaire ou paralégal. Et en fait, ce qu'on lui oppose, c'est qu'en fait, elle a un niveau de qualification trop important. Parce qu'on a fait 7 à 8 ans d'études, parce que voilà, et c'est vrai que se faire opposer cet argument au prochain boulot, c'est quand même très difficile à entendre. Donc, alors voilà, alors après, ça c'est un cas un peu topique, parce que voilà, tous les avocats ne sont pas pénalistes et en fonction de la matière dans laquelle tu exerces, ce sera plus ou moins facile. Je pense que c'est beaucoup plus facile, voilà, pour un avocat en droit des sociétés de se reconvertir. Je pense que dans mon domaine, c'est peut-être moins compliqué aussi parce que enfin voilà, il y a souvent voilà des juristes pays dans les entreprises parce qu'il y a le portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle à gérer. Mais enfin voilà, tout dépend du domaine dans lequel tu exerces. D'accord. C'est vrai que par rapport à ce qui est arrivé à ton ami, j'imagine que ça doit être compliqué pour un avocat de se dire que
je vais me désinscrire du barreau. Ça peut pas être simple. Bah, après, après c'est la nécessité qui pousse aussi Ouais. à ça, parce que c'est vrai que quand ça fonctionne pas, c'est pas raisonnable de se maintenir dans une situation qui n'est pas bah, enfin, c'est au-delà d'être confortable, quoi, qui est plus Ouais. vivable, en fait. Donc, ouais, c'est sûr que ça peut être un peu un déchirement parce que bah, tu t'y rentrais sur une partie de tes études, une partie de ta vie, mais alors après, quand tu te désinscris, ça ne t'empêche pas, enfin, tu restes avocat pour autant. Enfin, disons, tu ne peux plus exercer parce que tu n'es plus inscrit à un barreau, mais ça ne t'empêche pas dans quelques années de te réinscrire. D'accord. Donc, c'est juste que, voilà, là, pour l'instant, c'est une passe, voilà, elle est plus avocate. Mais voilà, il faudra qu'elle trouve autre chose en attendant. Mais voilà, en attendant, c'est compliqué de trouver, de se réorienter. J'imagine. Oui. Ben, merci pour ce partage, en tout cas, Alexandre. C'est vrai que euh, le mythe que tu as cité est peut-être un peu trop répandu, et c'est vrai que on a peut-être tendance à croire que c'est un métier facile ou éventuellement, comme tu disais, les cigares dépassent des poches avec les billets, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Non, non, Donc, c'est pas forcément ça le cas. reste, Enfin, il y en a évidemment, mais c'est loin d'être la majorité. c'est pas la majorité. Oui. C'est pas la Ouais. majorité. Alors ensuite, je voulais te demander, est-ce que tu as une idée de la prochaine tendance qui va révolutionner un peu le métier d'avocat? Et ben, je pense que c'est justement l'adoption de nouvelles technologies par les cabinets. On parlait d'optimiser la productivité. Euh, c'est un point qui, à mon avis, alors, c'est pas la nouvelle tendance dans les prochaines années. En réalité, Ouais. ça fait quelques années qu'on y est. Et je le vois parce que ça fait maintenant 5 ans que je travaille avec Legal Pilote. Mais en fait, les avocats, c'est une population un peu compliquée parce que un peu, mais enfin, je pense que c'est dans tous les secteurs d'activité pareil, mais un peu rétive au changement. Et c'est vrai que de pousser des nouveaux outils comme ça pour améliorer la productivité, c'est pas facile. Il y a eu aussi toute une période où on faisait vraiment de l'évangélisation parce que le regard qu'on portait sur ce genre de technologie, c'était bah, vous voulez nous ubériser, Ouais. ce qui n'est pas le cas. Et puis on a fini par se faire entendre et se faire comprendre. En fait, c'est pas du tout de remplacer l'avocat, c'est juste de le soulager, d'être un outil de production. De la même manière je sais pas, qu'un traiteur va avoir au bout d'un moment, s'il grossit trop, une grosse machine qui va lui permettre d'emballer Ouais. sa salade de fruits ou son gratin de dauphinois, bah, pour gagner du temps, bah, là c'est un peu pareil. Tu continues de faire le même métier, mais avec un outil différent qui te permet de faire plus rapide et potentiellement mieux. Donc c'est assez intéressant et ça fait peut-être maintenant ouais, 4 ans, je pense que c'est plus, comment dire, que c'est mieux vu et qu'il y a un entrain plus important du côté des avocats pour ce genre de technologie, même si pour une certaine partie, c'est quelque chose d'intéressant, mais qu'ils adopteront pas nécessairement. D'accord. Donc tu dirais qu'il y a quand même encore un peu de méfiance pour tout ce qui est legal tech. Alors, méfiance, je pense qu'on a à peu près passé ce stade. Mais D'accord. maintenant, c'est plus une certaine inertie, je pense, à, à contrecarrer, parce que bah, chacun finalement a pris ses habitudes de travail. Et c'est Mmh. vrai que quand on n'est pas si mal dans ses habitudes, on n'a pas forcément comment dire, l'espace de réflexion disponible pour se dire comment est-ce que je pourrais améliorer mon processus de création. Après, enfin, je pense que c'est aussi une mentalité particulière. C'est peut-être un côté un peu enfin, entrepreneur, ou en tout cas d'avoir une vision peut-être un peu de cet ordre-là, de se dire comment est-ce que je peux mieux faire plus rapidement, tout en restant sécurisé et en fournissant un travail de qualité. Voilà, alors on a beaucoup de confrères qui sont contents justement de pouvoir bah,
se poser ces questions, mais aussi de pouvoir maintenant y répondre en adoptant certains outils digitaux. Et puis, il y en a d'autres qui soit se les posent pas encore, soit pour lesquels c'est pas forcément une priorité. Mais en tout cas, oui, à mon avis, c'est vraiment la tendance qui est en train de révolutionner le domaine parce que je pense pas qu'on puisse aller contre cette tendance. Et c'est aussi la raison pour laquelle le cabinet dans lequel je travaille a cofondé cette start-up parce que justement, la création de cette entreprise, c'est aussi la conséquence de sollicitations de clients qui veulent du travail évidemment toujours bien exécuté, mais plus rapidement et moins cher. Donc c'est vrai que l'utilisation de ce genre d'outils peut permettre d'adresser ces problématiques-là, tout en continuant, bien évidemment, parce que c'est quand même le cœur de notre métier de fournir un travail de qualité. Oui, j'imagine, mais forcément, c'est le point non négociable, la qualité. Donc, alors c'est vrai que j'avais une autre question par rapport à ce que tu évoques. Sur les nouvelles technologies, tu sais, et l'évolution de la législation, justement, est-ce que tu penses qu'il faut poursuivre les innovations, même si la législation ne suit pas le train de ces innovations? Est-ce qu'il faut vraiment attendre d'avoir le droit d'innover ou est-ce qu'il faut innover malgré tout et attendre éventuellement que ça se débloque un jour ou l'autre? De toute façon, je pense que le droit a toujours un temps de retard parce que, en tout cas, c'est mon interprétation. Les nouvelles législations ou les jurisprudences se font en réaction à quelque chose de nouveau. Donc, si on suit ce raisonnement, ça veut dire que la création est forcément préalable à la législation. Donc, à mon sens, le droit ne pourra jamais contraindre les ingénieurs de créer d'une certaine manière et de se restreindre sur la création. Parce que autrement, on a une économie, on a des chercheurs qui travaillent plus, qui fonctionnent plus, et c'est, je pense, absolument pas souhaitable. Donc, je pense que, après, il y a différentes conceptions philosophiques du droit, mais la mienne, c'est pas de dire que le droit doit être présent seulement pour autoriser ce qu'on peut faire. C'est plutôt d'avoir un spectre large de choses. On peut tout faire sauf ce qui est interdit. Donc, autrement dit, je pense que les réactions viendront, le droit évoluera donc en réaction à ces créations nouvelles que je pense pas de toute façon limitées parce qu'on peut pas forcément les voir venir. Il y a des nouveautés technologiques qui sont tellement révolutionnaires qu'on n'aurait jamais pu les anticiper. Et donc de ce fait, on peut difficilement les restreindre avant même qu'elles n'existent. D'accord, merci pour ce retour-là. Et ensuite, la dernière question que je voulais te poser pour ce podcast, c'est quelle est ta citation préférée? Ouais, alors c'est la seule question à laquelle je n'avais pas réfléchi. Parce qu'il y en a certaines sur mon exercice et tout, je les avais vues venir, mais celle-là, non. Et je pense que je réfléchis en te parlant, mais oui, je t'en prie. Je pense que, alors ça va peut-être paraître un peu bateau et classique, mais c'est en tout cas celle que je vis de manière vraie, c'est, je pense, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que je n'attends, en fait, j'ai tendance à ne rien attendre comment dire, des gens avec lesquels je travaille. Ça ne veut pas dire que je les considère, mais ça veut dire que je préfère m'en remettre à moi-même pour évoluer et pour construire ma carrière. Et si jamais des personnes autour de moi m'apportent une aide, ce sera super parce que ce sera une belle surprise. Je préfère avoir des belles surprises que des déceptions, donc je préfère m'en remettre à moi pour ce que je peux faire et puis sur la gentillesse et la bonté de ceux qui m'entourent pour le reste. D'accord, merci pour ce partage, Alexandre. Mais écoute, on arrive à la fin. Je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Seb. Avec grand plaisir, Alexandre. Et puis écoute, on reste en contact. Et d'ici là, je te souhaite plein de belles choses.
Et merci à toi aussi, Salah. Et merci encore pour ton invitation. Avec grand plaisir. Merci Alexandre. Bye bye. Ciao.